spectateurs de se connecter doucement. Donc, bienvenue à tous pour une nouvelle édition des jeudis de la FGC. Avant de rentrer dans le vif du sujet, donc quelques rappels ou informations d'actualité. Donc, le dernier webinaire qui était consacré au fascicule 65, à la révision du fascicule 65 avec François Tout-le-Monde. Donc, il vous avait annoncé que le fascicule serait mis à l'enquête très prochainement. Donc, c'est le cas, c'est fait. L'enquête est en cours jusqu'au début avril. Si vous voulez accéder aux documents, au fascicule et au tableau qui permet de répondre à l'enquête, vous pouvez trouver ça sur la page d'actualité du site AFGC. Et puis par d'autres canaux, mais vous pouvez le trouver ici. Donc n'hésitez pas si vous voulez consulter ces documents. Par ailleurs, nous avons la semaine prochaine, donc les 11 et 12 mars, nos journées techniques traditionnelles de la FGC qui sont consacrées à l'ingénierie augmentée. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous inscrire. Il y a encore de la place sans problème. C'est inscription possible toujours sur le site de la FGC. Donc, 11 et 12 mars à la amphi de la SMA BTP à la porte de Versailles. Voilà. Et puis, en ce qui concerne les jeudis de la FGC, notre prochain webinaire sera consacré à des présentations des travaux d'élargissement d'une passerelle sur le viaduc de la Villeneuve à Brest, une passerelle en BFUP. Et puis ensuite, on fera une pause au mois de mai parce qu'il y a beaucoup de ponts. Alors, pas des ponts à construire, mais des ponts pour se reposer. Et puis, on aura une session sur l'éolien offshore le 4 juin. Voilà, comme d'habitude, hein, je vous le dis à chaque fois, les webinaires vous pouvez les retrouver sur le site AFGC, la page activités webinaire. Vous trouvez tous les replays depuis maintenant 2 ans. Et donc, il commence à faire une belle collection. Ce soir, donc, un grand merci à Sébastien Semelagne de Socotec pour avoir préparé cette session qui sera consacrée à l'évolution de l'Eurocode 8. Et c'est ce qu'on discutait un peu en préalable avec Benjamin Daubilly. Probablement, on aura toute une série d'épisodes, puisque le chantier des Eurocodes est en refonte. Et donc, on aura sans doute l'occasion de revenir sur les différents textes dans les mois et années à venir, de manière à vous présenter les principales évolutions. Voilà, et bien écoute Sébastien, je te laisse la parole pour te présenter et puis attaquer. Merci encore de ta présentation. Merci Didier. Bon, ben, merci de m'accueillir pour cet échange qui constitue un des principaux thèmes sur l'évolution normative, si je puis dire, avec ce changement d'Eurocode. Donc les premiers Eurocodes arrivent cette génération arrive en fin de vie. Et donc là, bon, ben, dans le cadre de cette présentation, euh, bon, je vais essayer de présenter des changements assez notables. Et les ouvrages étant assez denses, bon, ça va être compliqué de rentrer dans le détail, mais il y aura d'autres sessions et voire mois et années pour échanger techniquement. Donc, juste pour me présenter vite fait, Sébastien Sommelin, donc à la direction technique Socotec, en tant que spécialiste béton et parasismique. Donc, à travers cette présentation, bon, bah, je vais essayer de vous présenter des changements notables par rapport aux eurocodes qu'on utilise actuellement. Donc, là, les eurocodes qu'on utilise, comme je disais, arrivent en fin de vie et on prépare la suite avec les eurocodes seconde génération. Donc, on se dit, ça va, on a le temps, mais ça va tout de même vite arriver. Donc, bon, voilà, pour donner un planning, et comme le disait Didier, il y a une refonte totale sur l'ensemble des eurocodes, donc du 0 au 9 qui existe actuellement. Donc refonte de tous les eurocodes et de leurs annexes nationales associées. Un eurocode supplémentaire est prévu, donc c'est l'eurocode 10 qui est lié aux structures verrières. Alors,
au niveau planning, euh, le- la fin et la fin des eurocodes qu'on utilise actuellement, elle est prévue pour fin septembre 2027. Et donc, par la suite, on devrait appliquer les nouveaux, donc, je pense pour octobre 2027. Euh, c'est l'objectif fixé. Après, peut-être, ça va peut-être un peu évoluer. Mais cette application, elle va être conditionnée par la promulgation d'un arrêté qui va les citer comme on a pour les eurocodes actuels. Donc, je fais partie de la commission Eurocode 2 et Eurocode 8. Donc, pour donner un point d'avancée, Eurocode 2, les annexes nationales sont assez bien avancées. Il y a encore des échanges et sujets à traiter. Eurocode 8, bon, c'est en cours les annexes nationales sont en cours de travaux, si je puis dire, les groupes constitués. Euh, donc voilà, pour donner un indicatif du planning. Et bon, il est prévu une sortie homogène de tous. Euh, Juste pour les présenter au niveau articulation, à l'heure actuelle, bon, l'Eurocode 8, bon, qui est le thème de ce soir, il se subdivise en 5 parties actuellement. Partie 1 pour les bâtiments, le 2 les ponts, bâtiments existants pour la partie 3, silo réservoir pour la partie 4 et géotechnique pour la partie 5. Dans la prochaine version, on garde cette articulation, sauf que la partie bâtiment est scindée en 2 parties, avec la partie 1 qui concerne les règles générales, et partie 1, 2, application en gros des règles de calcul pour les bâtiments. Alors là, c'est vrai qu'on est plutôt à FGC, donc génie civil, mais la présentation de ce soir, c'est vrai que j'ai plus axé sur les bâtiments. Introduction de nouveaux bâtiments et qui n'étaient pas traités, et techniques qui n'étaient pas traitées dans le recode actuel. L'introduction des bâtiments et structures en aluminium et bâtiments avec système de dissipation d'énergie. J'ai mis en avant le bois parce que là, il y a une grosse évolution entre la partie bois actuelle et la future qui est devenue beaucoup plus dense. Alors, ça, mon collègue Laurent Magourou vous en parlerait plus en détail, car expert dans ce domaine. Après, on retrouve les bâtiments bon, ben, traités de manière classique, là, dans le code actuel, avec bâtiments isolés à la base, béton, acier, mix béton-acier, bois et maçonnerie. Donc ça, c'est pour présenter une articulation. Donc, niveau objectif, juste pour rappeler bon, la conception d'un bâtiment vis-à-vis des règles parasismiques. Donc, on va étudier un ouvrage. L'étude, elle va constituer à appliquer des dispositions constructives et des calculs. Donc, c'est une association des deux, dispositions constructives et calculs, en fonction d'une charge sollicitante qu'on aura euh, approché dans le cahier des charges en fonction de la nature du bâtiment et, euh, et de ses exigences par sa destination. Donc on retrouve la logique, évaluation des efforts sollicitants et évaluation de la résistance des éléments intrinsèques de ce bâtiment, sa stabilité et s'assurer que les efforts transitent bien dans les éléments depuis les diaphragmes par les contreventements jusqu'aux fondations. Euh, donc l'Eurocode 8 en stipule des règles permettant la satisfaction des critères qu'on recherche et il s'applique en complément de l'Eurocode 2. Donc, des nouvelles notions vont être introduites. On va dire que la démarche bon, d'analyse sismique, on reste quand même dans la même logique, mais bon, il y a des approches un peu différentes par rapport au code actuel. Alors, je ne vais pas présenter de manière linéaire le texte, mais plutôt dans un esprit de, bon, on veut construire un bâtiment, comment ça va se passer, donc au fur et à mesure. C'est ce que je vais décrire dans le cadre de la présentation. Bon, on va imaginer qu'on a un projet de bâtiment à implanter dans un lieu. Donc, premièrement, l'implantation de l'ouvrage. Donc,
il sera implanté sur un site, donc avec des conditions de sol, puisque celles-ci sont elles qui vont conditionner les efforts sollicitants sismiques de par l'excitation du sol à travers le déplacement. Donc, ce sol, bon, il faut s'assurer de la stabilité du site, donc ça ne change pas par rapport au règlement actuel. Donc, bon, attention, rupture de faille, instabilité de pente permanente causée par liquéfaction et densification significative sous action sismique. Alors, tout au long de la présentation, j'ai encadré en rouge là où on avait des évolutions par rapport à la version actuelle. Donc, la version actuelle ne traite pas les ouvrages construits à proximité des failles. Là, le nouvel Eurocode enfin, donne des dispositions. Bon, liquéfaction, j'ai mis ce point, mais n'étant pas expert géotechnique, je ne vais pas m'aventurer là-dedans. Euh, mais mes collègues vous expliqueraient mieux que moi. Je vais plutôt parler de l'interface, je dirais, qu'on regarde en tant que structuriste. Donc, je disais évolution par rapport à des dispositions mises en place par rapport à la construction d'ouvrages proches d'une faille. Nécessité donc de caractériser le site parce que c'est lui qui va donner l'excitation sismique et d'où va découler l'accélération. Donc, dans la logique, est-ce qu'on est oui ou non proche d'une faille? Quelle est la lithologie du sol? Dans quelle catégorie on est? Et comment approche-t-on l'accélération? Donc, à ce stade, on a l'Eurocode général européen, mais on va avoir des compléments avec l'annexe nationale qui est en cours de rédaction, plus des éventuelles décisions de l'administration. Donc, proximité d'une faille active, ça n'existait pas dans l'Eurocode actuel. Là, selon certains critères, il va y avoir des dispositions à respecter. Et tout ça, c'est récapitulé dans une annexe C qui est normative et dans laquelle on va établir un spectre spécifique. L'exigence, c'est que ce spectre spécifique ne soit pas inférieur au spectre de réponse élastique horizontale. Donc ça, c'est si on remplit les critères là, qui seront dans la diapo suivante vis-à-vis de la proximité d'une faille. Si on ne rentre pas dans ces critères, on peut évaluer un spectre spécifique de site. Ça, c'est une nouveauté qu'on n'a pas dans l'Eurocode actuel et qu'on peut faire. Donc, c'est une sorte de micro-zonage. Et l'évaluation de ce spectre spécifique vis-à-vis des spécificités locales du séisme, elle peut être évaluée. Tout ça, c'est récapitulé dans l'annexe normative, l'annexe C, de l'Eurocode partie 1.1, 8 partie 1.1, pardon. Et ce spectre spécifique, à la différence de celui de la construction qui sera construite près de la faille active, là, il ne doit pas être inférieur à 75% du spectre élastique horizontal. Donc là, bon, ça, je rentre pas trop en détail, mais c'est pour montrer les principes. Quand il y a construction à proximité d'une faille supposée active, donc établissement d'un spectre de site, local au site sur lequel on veut construire, la période de retour considérée vis-à-vis des états limités et de la classe de conséquence d'ouvrage, ben, elle est supérieure à 1000 ans. Euh, le séisme maximal que la faille peut générer présente une magnitude de moment ben, supérieure à 6,5 et distance minimale du site par rapport je dirais, à la projection de la faille à la surface du sol inférieure à 5 km. Donc c'est ce qu'on voit sur la diapositive avec le triangle que j'ai matérialisé pour le site vis-à-vis de la rupture de faille. Donc ça, c'est les caractéristiques pour la construction proche d'une faille. Et comme je disais précédemment, on peut établir un spectre spécifique, même si, enfin, si on est loin de la faille également. Donc, voilà, ça c'est pour l'implantation. On va l'implanter sur un site donc, où on va avoir un sol avec différentes caractéristiques et une certaine mythologie. Et ce sol-là, il doit être classifié pour pouvoir quantifier l'accélération que l'ouvrage va subir. Donc, on retrouve des catégories de sites comme on peut l'avoir sur le code actuel. Donc, classification de A à F, alors que le code actuel, il va de A à E, et on avait des classes S1, S2 qui ont disparu par rapport à la version actuelle et remplacées par une catégorie de sites F. Alors, bon, c'est plutôt des seuls mots, mais c'est pas l'équivalence de S1 et S2, c'est notre couche. Après,
à eux, on retrouve à peu près les définitions qu'on avait précédemment. Donc, on reste dans le même esprit. Comment on catégorise ces sites? Donc, ça, bon, on reste un peu dans l'esprit de l'Eurocode actuel, hein, en fonction de la vitesse de cisaillement des ondes dans le sol. Selon les différentes épaisseurs de couches qu'on a, on a une vitesse de cisaillement associée à travers les couches. Et on, par rapport à la hauteur à laquelle on va atteindre le sol rocheux, donc au-delà de 30 mètres ou avant si la vitesse de cisaillement est supérieure à 800 mètres secondes, on, on a une formule à partir de ces paramètres qui permet d'évaluer la valeur de vitesse équivalente des ondes de cisaillement du pot superficiel du sol. Et c'est à partir de ces vitesses on va rentrer je dirais, dans des plages de valeurs qui vont permettre de qualifier si on est dans les catégories A, A, F. Donc, soit il y a cette méthode dans laquelle on a accès aux vitesses de cisaillement des ondes, soit on utilise l'annexe B qui est normative. Alors, bon, là, c'est pour présenter les choses, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, c'est juste pour montrer la logique. Donc, comme je disais, en fonction des épaisseurs de couche qu'on a et donc des vitesses constatées, on va classifier euh, les, les catégories de sol A ou F, selon qu'elles soient rigides, rigidité moyenne ou souple, en fonction des plages de valeur. Et c'est ce qui va conditionner nos paramètres de calcul. Donc, ça, ça va être important vis-à-vis des phénomènes d'amplification de sites. Donc, on retrouve l'amplification de sites comme le recode actuel, mais par contre, on verra que l'évaluation, elle est différente. Après, on a dans le site, selon le nivellement et la géométrie topographique, ben, on va avoir des coefficients d'amplification. Donc ça, je ne vais pas m'attarder dessus, on retrouve ce qu'on a dans l'Eurocode actuel. Mais je le présente parce que on va voir que l'évaluation des paramètres est différente. Donc, bon, bah, alors, on a des implications en tête de but proche d'une pente. Et ce dont je parlais tout à l'heure pour les coefficients d'amplification de site, alors à moins qu'il y ait des changements imposés par l'administration, on a ces formules-là données dans l'Eurocode, donc F alpha, F bêta, qui représentent les paramètres d'amplification de site. Si on a la hauteur à laquelle se trouve le sol rocheux bon, et les vitesses de cisaillement, ben, on peut utiliser les formules qu'on voit dans la colonne de gauche. Et sinon, valeur par défaut, il y a des formules données dans l'Eurocode. Alors, des nouveaux termes qui apparaissent, ELSA, alpha, RP, que je vais détailler après quand on va parler des spectres. Le G, bon, ben, l'accélération gravitaire. Et S, bêta et RP. Donc ça, c'est avant, on avait le paramètre S de sol. Là, nous, maintenant, c'est F alpha, F bêta. Et l'évaluation de cette amplification, elle est faite à partir d'accélération de spectres données issues d'accélération, pardon, d'accélération spectrale donnée à partir des cartes de l'annexe nationale et de l'administration. Enfin, on verra ça après. S alpha, S bêta, RP. On verra d'où elles viennent. Mais bon, faut retenir que ça, c'est lié à l'amplification, au facteur d'amplification de site. Donc, je parlais de l'amplification de site. Donc, on a parlé de l'implantation vis-à-vis des éventuelles présences de failles, la caractérisation des sols sur lesquels notre ouvrage va être posé, et, la, la- et là, enfin, pour savoir quelle force, quelle excitation l'ouvrage va subir, ben, on doit quantifier l'accélération spectrale. Donc là, ce dont on voyait, alors on voyait tout à l'heure dans les termes d'amplification de site S alpha RP. S alpha RP, il est évalué à partir de ce F alpha là qu'on voit. Alors, S alpha, c'est le ESHM.
Ça, c'est European Seismic Hazard Model 2020. Euh, donc, en gros, c'est la carte extraite là, dans l'annexe de l'Eurocode qui va donner des accélérations alors, établies euh, pour une période de retour à 475 ans à partir d'un sol de classe A. Donc, ça va être un paramètre important parce que pour calculer nos accélérations spectrales quand on va établir nos spectres et également pour rapport à une nouvelle notion, là, je vais l'introduire après. Donc, les valeurs là, à ce jour, ça c'est les valeurs d'Eurocode, mais il y a une campagne d'études pour nous en France avoir ces accélérations S-alpha par commune ou groupe de communes. Donc ça c'est un travail qui est en cours. Et en gros, nous, niveau annexe nationale, a priori ça va être présenté ainsi, euh, euh, par rapport à la région dans laquelle on va implanter notre bâtiment, on va aller consulter l'annexe nationale de l'Eurocode qui va donner la référence l'adresse, enfin, un lien Internet de l'AFNOR sur laquelle on se dirigera et on pourra avoir l'accélération propre à la commune euh, qui nous intéresse par rapport à notre projet. Là, si on se fie, alors c'est pour ça, c'est pas encore figé, mais si on se fie à la carte européenne, ben les accélérations l'on a sont moindres par rapport à celles que l'on a dans l'eurocode actuel, qu'on utilise dans l'eurocode actuel demandé par l'administration. Donc on voit que les autres pays européens, type voilà, Italie, Grèce, Turquie, eux, sont les plus défavorisés, entre guillemets. Nous, il y a eu un allègement par rapport à la version actuelle. Donc S-alpha 475, ça va être un paramètre important. On a un deuxième paramètre, S-bêta 475, donc même esprit, cartographié, et c'est un paramètre qui va intervenir pour l'évaluation de l'accélération spectrale à considérer. Idem, pour avoir sa valeur dans l'annexe nationale, bon, ben, on s'y référera, il y aura un lien du site internet de l'AFNOR et on ira se référer à celui-ci pour avoir la valeur. Donc, on a l'implantation, on a regardé les paramètres de sol et les accélérations. Donc maintenant, quel type d'ouvrage on va construire? Quelles exigences, quels critères de conformité, quelles performances avoir et quelles conceptions sont possibles pour celui-ci en fonction de ce que l'on a. Donc, l'ouvrage il va être qualifié par une classe de conséquences. Alors, l'Eurocode il définit plusieurs classes de conséquences comme on retrouve aujourd'hui. Là, il y a une différence au niveau de la classe CC3 qui se subdivise en deux classes de conséquences. Donc CC3A, qui qualifie les bâtiments où les conséquences de défaillance seraient élevées, type école, salle de concert, donc gros ERP. Et CC3B, donc les bâtiments dont le fonctionnement est vital pour la protection civile. Donc hôpitaux, casernes pompiers, en gros, c'est ce qu'on retrouve dans les catégories d'importance 4 aujourd'hui. Et les structures spéciales, c'est ces quatre, donc ça, c'est celles à grand risque, ne sont pas entièrement couvertes par l'Eurocode. Donc, à partir de là, on va essayer de caler par rapport à l'ouvrage qu'on veut construire, à quelle classe de conséquence il appartient. Par défaut, ce sera du classe de conséquence 2. Donc là, j'ai mis un exemple 1 où on essaie de tirer un bâtiment d'habitation R+5 dans la région de Nice. Donc par défaut, il sera CC2 sauf indication contraire. Alors, NDP, donc ça veut dire que c'est des paramètres qui peuvent être modifiés selon les exigences nationales. Donc, la liste, elle peut potentiellement être complétée par l'annexe nationale ou l'administration. Euh, donc, voilà, on qualifie la classe de conséquence de l'ouvrage. Et au niveau critères de performance, alors à l'heure actuelle aujourd'hui, et donc l'objectif, ça reste la sauvegarde des vies et limitation des dommages. Et selon les ouvrages qu'on veut construire, on peut aussi avoir un objectif de continuité de fonctionnement.
Dans tous les cas, la performance sismique, elle va être mesurée selon le degré d'endommagement. Donc à l'heure actuelle, on a deux critères de conformité, entre guillemets, la limitation de dommages et le non-effondrement. Là, l'Eurocode futur, il détaille un peu plus. Donc on retrouve toujours le non-effondrement, le dommage significatif, donc qui constitue des états limites ultimes, et limitation de dommages et l'opérabilité, je dirais, de l'ouvrage, qui constitue des états limites de service. Donc, nous, réglementairement, qu'est-ce que l'on doit par rapport à l'ouvrage que l'on souhaite ériger? Donc là, bon, j'explique un peu la signification des classes. Donc, no collapse, donc non-effondrement, c'est comme je dirais aujourd'hui, donc structure fortement endommagée, mais qui conserve sa capacité de charge verticale. Élément connexe effondré. Dommage significatif, donc structure significativement endommagée, mais qui conserve sa capacité de charge verticale et avec des éléments connexes à endommager. Le dommage limité, donc la structure légèrement endommagée, réparation rentable et la capacité non diminuée à résister à futur séisme et opérabilité, où là la structure elle est légèrement endommagée, réparation rentable et elle doit assurer un fonctionnement continu de ces systèmes. Donc, état limite et classe de conséquence, ça va définir une période de retour qui va jouer un rôle, je dirais, dans les paramètres d'évaluation pour la quantification de l'ouvrage et sa conception. Donc, euh, là, en gros, c'est la période de retour, donc TLS comme limit state et classe de conséquence. Donc, en fonction de l'état limite qu'on va chercher et la classe de conséquence de l'ouvrage, on va avoir une période de retour correspondante. Donc, par défaut, ça va être TSD, donc T dommages significatifs, classe de conséquence 2. Alors nous, quels critères de conformité pour les constructions neuves? Donc ceux-ci sont définis dans l'Eurocode 8, partie 1.1. Donc il y a une exigence pour la résistance des, des éléments structuraux et la stabilité de l'ouvrage. Et il faut aussi concevoir les éléments annexes, donc tout ce qui est éléments non structuraux, de manière à éviter un effet d'efface sur la réponse de l'élément de la structure, car ils peuvent avoir une influence sur son comportement. Et on ne doit pas dépasser l'état de dommage significatif. Donc ça, comment on ne l'atteint pas, comment on ne le dépasse pas? Ben, l'Eurocode, il le définit. Donc pour satisfaire à cet état de limite de dommage significatif. Il faut assurer le no-collapse, donc le non-effondrement, sous une action sismique significativement plus sévère que celle du calcul. Et il faut assurer une limitation de dommages sous une action sismique moins sévère que celle du calcul. Donc en gros, ça va être la résistance avec le no-collapse et ça va être les déformations limitées interétage avec le dommage limité, avec un peu comme on fait aujourd'hui. Donc, une fois qu'on a cet objectif-là, ben, voilà, comment je vais concevoir mon ouvrage et quelles options, je dirais, de conception je vais pouvoir avoir pour satisfaire à cet objectif de performance. Alors, il y a une toute nouvelle notion qui arrive. Nous, à l'heure actuelle, bon, ben, on regarde la région dans laquelle on est. Et en fonction de la localisation et de la commune, on nous donne une zone de sismicité faible, moyenne, modérée ou très faible. Et de par ce classement, on a critères je dirais des exigences de conception à respecter. Là, quelle que soit la nature, je dirais, la destination de l'ouvrage, là, on a une nouvelle notion, la classe d'action sismique donc qui va permettre de qualifier si on est en zone très faible ou élevée. Donc, ce classe d'action sismique, elle est le produit de divers coefficients, paramètres. Donc, euh, delta, qui dépend de la classe de conséquence de la structure. Donc, c'est pour ça que je parlais des- des classes de conséquences. En fonction, donc, plus la classe est importante, plus le coefficient il sera haut. F alpha qui représente le coefficient d'amplification de cycle, donc on a vu tout à l'heure. FP, donc coefficient d'amplification topographique, pareil qu'on a évalué tout à l'heure.
enfin, qu'on a présenté tout à l'heure. Et le S alpha 475 que j'évoquais, c'est ce qui apparaît sur les cartes, euh, de, sur les extraits de cartes que je montrais. Et donc, ces paramètres, ils vont conditionner la classe d'action sismique dans laquelle on se situe. Donc, nous, voilà, donc les paramètres dont je parlais, le delta, donc CC1, donc classe moins sévère jusqu'à C3B, et les périodes de retour, facteurs performance qui sont définis. Donc ça, bon, en fait, on a des, parce que nous, la carte qui est montrée tout à l'heure, elle est faite avec pour des périodes de retour à 475 et avec un seuil de référence classe A. On peut avoir, enfin, selon les pays, c'est variable, on peut avoir d'autres cartes ou d'autres approches. Et en fait, il y a des formules de conversion, si je puis dire, entre la période de référence qu'on a et, euh, et en fonction de la classe de conséquence pour retrouver une période correspondante, en fait. Mais bon, nous, dans le cadre de cet exemple, on reste dans la carte française avec une classe de conséquence par défaut CC2 pour le bâtiment d'habitation et une période de retour 475. C'est le paramètre qui est donné directement sur la carte. Mais voilà pour un exemple illustratif. Donc, je parlais d'un immeuble d'habitation R+5 qui serait implanté à Nice sur du rocher, sans amplification topographique ni amplification de site. Donc, alors, désolé pour l'image un peu floue. Donc, comme je disais tout à l'heure, quand on aura l'annexe nationale des études figées, on aura l'accélération, enfin la valeur S alpha 475 directement donnée. Bon, là, j'ai fait une approche un peu avec les couleurs. Alors, j'ai fait une comparaison par rapport à l'actuel. L'actuel, on a un palier à 4 mètres par seconde carré. Là, en approche, on était vers les 3,23. Donc, l'accélération, le S alpha 475 est moindre. Et on n'a pas d'amplification. Donc, si on applique la formule précédemment évoquée avec le delta, qui correspond à la classe de conséquence 2, donc pas d'amplification, c'est égal à 1. Le F alpha qui est égal à 1, car on est sur du rocher. FT, amplification de cycle, donc pas d'amplification égale à 1. Donc on retrouve une classe d'action sismique 3,23. Et on est en classe d'action sismique faible. À l'heure actuelle, si on utilise alors, vous me direz, il n'y a pas de lien, mais si on utilisait les valeurs d'accélération qu'on utilise actuellement, on serait en modéré pour ce bâtiment d'habitation. Si par exemple, je ne fais pas un bâtiment d'habitation, mais je fais un hôpital qui, lui, est de classe de conséquence B et nécessite opérabilité. Donc, j'ai toujours cette valeur S alpha 475 parce qu'elle est donnée directement sur la carte, mais j'ai donc, même site, mais j'ai une amplification du S delta parce que j'ai un hôpital, donc le coefficient delta, il est à 1,6. Et je tombe sur une accélération à 5,17. Bon, quand on compare au règlement actuel, on est à 5,6. On est encore un peu en dessous, mais je suis en modéré. Alors, ça, c'est pour marquer la différence par rapport au règlement actuel. Règlement actuel, on est à Nice, zone sismicité 4, donc moyenne. Qu'on soit hôpital ou habitation collective individuelle, comme l'exemple 1, ben, on était en classe. Là, c'est moyen à l'heure actuelle, mais là, on aurait été en. Là, on était moyen à l'heure actuelle. Alors que là, avec cette nouvelle norme, ben, de par la différence d'exploitation et d'importance, je dirais, de l'ouvrage à ériger, on peut être dans une classe d'action sismique différente. Et cette classe d'action sismique, ben, elle va permettre de donner, pardon, de donner des choix de conception. Alors à l'heure actuelle, quand on est en zone sismicité moyenne ou modérée, bon, ben, on doit faire une conception DCL. Là, et DCL, pas possible. Là, il y a une évolution, nouvelle appellation. Donc le DCL, DCM, DCH n'existe plus et sont remplacés par DC1, DC2, DC3.
Donc on retrouve un peu la logique avec le DC1 qui, comme le DCL, où l'ouvrage, je dirais, encaisse les efforts et résiste. Donc pas de dissipation et pas de dimensionnement en capacité. Donc on a un calcul de résistance, des exigences sur les matériaux à la différence du DC2 et DC3 qui, eux, encaissent une partie mais dissipent de l'énergie. Donc on a des zones de dissipation et des zones qui sont adjacentes, qui sont surdimensionnées par rapport au dimensionnement en capacité et respectent une certaine ductilité locale et globale avec une hiérarchisation de, de rupture. Donc, les- là, la classe d'indication sismique, ça va nous permettre de voir quelles conceptions sont possibles. Donc, c'est important pour la conception, mais également pour les paramètres de calcul, parce que ça va influer sur le coefficient de comportement également. Donc, on retrouve donc l'ouvrage. Alors, quelle conception on va utiliser et quel contreventement on va utiliser pour pouvoir euh, à- avoir les critères de performance requis. Donc, on retrouve à peu près les mêmes systèmes qu'il y a dans le code actuel. Petite modification d'appellation. Donc, là, à l'heure actuelle, quand on est en DCM ou DCH, il y a des murs, en DCM, pardon, on a les murs d'IMGPA, donc de grande dimension peu armée. L'appellation elle est changée, c'est remplacé par des murs larges. Bon, les définitions restent à peu près les mêmes. On verra après. Et on a une nouveauté. Ah oui, voilà, une nouveauté que j'ai encadrée en rouge, c'est les planchers dalles qui n'étaient pas visés dans l'Eurocode actuel et là qui entrent dans le nouvel Eurocode dans certaines conditions d'application. Et si on a notre structure qui ne rentre pas dans cette liste, eh ben, il y a des critères complémentaires à satisfaire, donc bon, enfin, sur des coefficients de comportement et critères de vérification. Donc, c'est pourquoi je parlais des classes d'indication sismique, c'est que ce paramètre évalué, donc classe d'indication sismique, le delta, ça va nous permettre de nous diriger vers des conceptions possibles ou pas. DC1, DC2 ou DC3. Donc, le DC1 qui correspondrait à peu près à DCL d'aujourd'hui, on ne peut pas l'adopter pour les cas suivants. Pour les ossatures, pour les structures mixtes ossature mur équivalentes à des ossatures, et pour les planchers dalles, si on a une classe d'indication sismique supérieure à 2,5 mètres secondes carrés. Pour les muraux équivalents, on ne peut pas si la classe d'indication sismique est supérieure à 5 mètres secondes carrés. Donc, par rapport aux exemples que j'ai présentés, donc nous, par rapport à la valeur, à la classe d'indication sismique qu'on avait évaluée, ben l'exemple 1, le bâtiment habitation R+5, on peut faire une structure contreventée par mur en DC1, chose qui n'aurait pas été possible à l'heure actuelle. Pour l'hôpital, donc on excédait, on était à 5,17, donc les murs en DC1, c'est pas possible. Il faudra faire du DC2. D'autres limites, donc pour des S-delta supérieurs à 5 mètres par seconde carré structure ossature doivent être conçues pour faire du DC3. Planchers dalles ne peuvent pas être adoptés pour des gaz d'indication sismique supérieures à 5 mètres par seconde et ne doivent pas être utilisés pour du DC3. Un plancher dalle, comme la rupture fragile par poinçonnement, on ne peut pas faire de la ductilité. Donc, à l'exception de ces exigences précédemment dites, ben, on peut employer DC2 et DC3 pour tous les types de structures. Donc, pour l'exemple 1, ben, on peut contreventer notre bâtiment par voile et on peut le traiter en DC1, DC2 ou DC3. Alors que dans la version actuelle, ben, de par sa localisation, on pouvait faire que du DCM. Et pour l'exemple 2, ben, l'hôpital, DC2 ou DC3, et là, on peut faire que du DCM. Donc, c'est une autre manière d'approcher la, la conception. Donc, on choisit le contreventement qui doit résister aux efforts horizontaux, mais comme dans l'eurocode actuel, ben, si on excède une certaine accélération, il faut prendre en compte la composante verticale. Alors bon, on retrouve les limites d'emploi de l'eurocode actuel
actuelle, sauf que l'accélération verticale, la valeur est différente. Là, on est à 6 mètres par seconde carré pour la limite. Et il y a une nouvelle notion qui est introduite, c'est les éléments structuraux, structures primaires des zones de transfert. Je regarde. Alors, faut que je vais accélérer un peu. Donc ça, c'est une nouvelle notion qui apparaît. Pour la satisfaction des critères de dommages significatifs, bon, ben, là j'ai listé, on retrouve, là, je vais passer vite parce qu'il y a d'autres points importants à voir, mais en gros, voilà, on retrouve les principes. L'ouvrage doit bien se comporter, doit résister, doit être stable, euh, assurer une stabilité externe et avoir des déformations limitées. Il peut encaisser enfin, il peut encaisser la totalité des efforts d'enveloppement non dissipatifs ou dissipatifs, ça dépend de la conception qui est autorisée qu'on a entreprise. Nouvelle notion de zone de transfert, je vais détailler après. Donc, on a les principes. Maintenant, pour que nos structures elles tiennent, bon, il faut quantifier quand même les efforts auxquels elles doivent résister. Donc, il y a les paramètres à évaluer pour quantifier l'excitation sismique et l'accélération que notre ouvrage va subir. Donc, plusieurs méthodes applicables. Nous, c'est vrai qu'on était axé sur la méthode des forces essentiellement. Là, c'est ouvert à plus de méthodes. Bon, moi, là, j'ai axé sur la méthode des forces, mais il y a un gros développement des méthodes en déplacement, donc type pushover, et une nouvelle méthode bilan énergétique. Alors ça j'ai pas du tout regardé, mais bon, c'est une notion qui apparaît. En fonction des états qu'on a à vérifier, bon, ben, on peut appliquer ou pas certaines méthodes. Donc le séisme, ça va être une excitation du sol et des masses excitées qui vont s'équilibrer, qui vont conditionner les forces d'inertie. Donc, faut matérialiser les masses qui vont être mises en jeu dans le cadre du séisme. Alors, à l'heure actuelle, le tableau, il distingue quand on est des occupations corrélées ou indépendantes. Là, on n'a plus cette distinction, c'est en fonction de la catégorie de l'ouvrage. Ça, c'est un changement. La raideur, bon, ben, varie selon le système de contreventement. Éventuellement, les éléments non structuraux qui peuvent brider la structure, les matériaux, conditions d'appui et liaison entre éléments. Donc, bon, ça c'est une unité physique. Au niveau de l'amortissement, il y a des formules qui ont été introduites euh, qui changent par rapport à celles actuelles, où on a des valeurs forfaitaires données en fonction de la hauteur max de bâtiment. Et l'amortissement, en fait, il est composé de deux termes, l'amortissement intrinsèque de la structure, mais l'amortissement aussi dû à l'interaction sol-structure. Donc, si c'est pris en compte, voilà, il y a des formules spécifiques à appliquer. Et par contre, quand on est à 5%, comme pour l'exemple par exemple, on est à 5%, et si on applique 5 dans cette formule, on retombe sur un coefficient de correction d'amortissement égal à 1. Donc, pas de modification. Voilà, le gros changement dont je veux parler, c'est le spectre. Donc, on voit une forme de spectre différente avec une période TA qui apparaît, donc qui est une valeur minimale quand on a une structure très raide. On retrouve les valeurs S-alpha, S-bêta. Comment sont-elles évaluées? À partir d'un S-alpha et S-bêta de référence. Ce S-alpha, S-bêta de référence, ça dépend de la période de retour. Donc, nous, période de retour en France, c'est S-alpha 475. Donc, dans le cas où on est dans période de retour 475, le S-alpha, reste égal à S-alpha 475. Ce coefficient, voilà, c'est le S-alpha RP qui donne les amplifications qui est utilisé dans les amplifications de site. Enfin, il résulte de la pondération entre la sorte de coefficient de performance d'importance en fonction de l'état limite et de la classe de conséquence qu'on cherche, fois le S-alpha de référence. Donc, et on multiplie par les d'amplification de cité topographique et ça nous donne S-alpha, S-bêta et les formes de spread, donc qui varient en fonction de correction d'amortissement et sol. Donc on remarque que pour le sol, avant on avait trois paramètres qui variaient, le TB, TC et S. Là on en a plus que deux, F-alpha, F-bêta. Et ouais, là, je vois l'heure qui tourne,
dépêcher. Euh, donc ces valeurs-là, bon, ça fait référence à plusieurs manières d'évaluer. Là, on peut le prendre directement sur les cartes. Ça va être détaillé dans l'index national. Mais ce que je veux mettre en avant, alors, ouais, il y a une coquille sur le spectre EC8 là, dans les périodes basses. Mais voilà, ce que je veux mettre en avant, c'est la différence de spectre là, pour le même ouvrage où on a une diminution du palier dans les résultats niveau tendance avec le nouvel Eurocode si ça reste ainsi. Donc, que ce soit pour l'exemple 1 ou l'exemple 2. Donc ça, c'était le spectre élastique et spectre de calcul. Bon, ben, pour tenir compte de l'entrée en plasticité des éléments, bon, ben, on affecte un coefficient de comportement dont la valeur elle a été évaluée. Il y a eu une grosse recherche d'ailleurs sur le coefficient de comportement. Il y a eu pas mal d'essais push pour pouvoir les quantifier. Euh, et donc la nouvelle formule pour évaluer les spectres. Coefficient de comportement, il est évalué un peu différemment de- par rapport à l'heure actuelle. C'est le produit de plusieurs coefficients donnés dans l'Eurocode en fonction de la conception que l'on a des C1, des C2, des C3 et des éventuelles surrésistances que les valeurs sont données dans l'Eurocode. Euh, donc, voilà, c'était pour mettre en avant les valeurs. Donc, appliquer à notre exemple, donc on a une accélération, un indicateur sismique inférieur à 3,25, donc on peut être en DC1. On prend un contreventement par des murs larges, enfin par des murs. Ouais, faut que je le corrige parce que il y a pas de mur large ductile en DC1. Donc, contreventement par des murs. Pas d'indication pour les QS, donc on prend un et un 5 par défaut, c'est ce qui est donné dans l'Eurocode, et on est en dessin QD évidemment. Donc on retombe sur un coefficient de comportement euh, égal à un 5. Et donc les spectres de calcul sont les suivants. On voit une diminution du spectre de calcul si on le compare par rapport au spectre d'Eurocode actuel. Donc, c'est la première tendance. Et nouvelle notion aussi pour le coefficient de comportement, c'est que si on considère de l'interaction sol-structure, il y a un coefficient de comportement à considérer. Donc, le coefficient QD là, qui était dans la formule, il est à remplacer par le coefficient QD qui figure dans cette formule. Donc, chose qui n'existait pas. Donc là, je vois que ouais, j'ai encore 5 minutes, je vais présenter le changement. Donc là, je dirais on a les éléments pour quantifier notre effort. On a notre type de conception. Et maintenant, il faut s'assurer que ces éléments, ils sont aptes à résister. Donc, et que l'ouvrage comporte bien. Donc, nouvelle notion dans l'analyse du comportement. Bon, bah, si on fait une analyse modèle, là, à l'heure actuelle, on a une excentricité accidentelle qui est requise. Là, le terme change. Donc, l'excentricité accidentelle elle est peut-être 5% de la dimension d'un bâtiment par direction à l'heure actuelle. Là, l'excentricité, elle devient une excentricité de calcul minimale. Et si on fait un modèle 3D, en fait, l'excentricité naturelle, elle existe déjà dans le modèle. Et en fait, on retranche à l'excentricité minimale demandée là, de 5% cette excentricité naturelle. Donc là, l'article il rédigeait c'est vrai que j'ai essayé de faire un exemple d'application, il n'était pas très clair, donc il va y avoir une modification là, de cet article qui va être un peu plus détaillé pour l'application. Mais voilà, ça c'est pour mettre en avant ce changement. Nouvelle notion aussi vis-à-vis du comportement, les bâtiments flexibles en torsion, pardon. C'est une notion qui n'y avait pas avant. Donc, deux hypothèses pour qualifier un bâtiment de flexible en torsion. Soit dans chaque direction horizontale, la plus grande masse modale effective en translation n'est pas celle du premier ou du deuxième mode. Soit la période du premier mode de torsion prédominant est plus grande que celle des modes de translation prédominants dans les deux principales directions. Donc là, j'ai fait un exemple d'un noyau entouré de poteaux noyau central entouré de poteaux. On constate dans l'analyse modale que les modes 2, mode principal de translation selon Y, mode principal de translation selon X en mode 3. Et on a un mode de torsion qui est en mode 1 et dont la période est supérieure à celle des modes de translation. Donc ça, bâtiment flexible en torsion. Et quelle incidence ça a? Niveau calcul, il demande de prendre des coefficients d'abattement sur le coefficient de comportement. Euh, donc, voilà la conséquence et la nouveauté.
Niveau conception, alors bon, ceux qui construisent les bâtiments dans les zones modérées et moyennes, bon, ben, sont habitués. On ne peut pas avoir des murs primaires supportés en totalité ou partie par poutre ou voile. Et seuls les éléments secondaires peuvent être supportés par poutre ou dalle. Donc, mais ceux-ci ne doivent pas avoir une raideur latérale représentant plus de 15% de celle des éléments primaires. Donc là, la règle, elle est conservée, mais il y a un ajout où on peut aller jusqu'à 30% et un double modèle fait avec tous les éléments et un seulement avec les primaires, on prend l'envers. Bon, physiquement, le sens physique, c'est un peu, je ne vois pas trop de faire ça, mais bon, c'est inclus dans le règlement, c'est une possibilité, une souplesse supplémentaire. Au niveau de l'analyse, bon, on reste dans le cadre de l'analyse modale sur les résultats où on sollicite 90% de la masse mobilisée. Il y a ce qu'on avait au PS92, la possibilité de prendre en compte les modes résiduels, ce qu'on peut faire sur les ponts, mais qui n'y avait plus dans les bâtiments dans le code actuel. Là, ça réapparaît pour les bâtiments. Donc, les déformations, ben, vérification des FP delta. Oui, oula, je vois que je ne vais pas être hors délai. Je vais passer vite. Donc, les vérifications des FP delta, c'est les mêmes. Il y a juste une condition qui a été rajoutée quand on a le θ qui est compris en 0,203. Donc, il propose de faire une analyse non linéaire. Et des nouvelles valeurs de vérification interétage en fonction si on a des matériaux fragiles en cloison et en fonction de l'état limite que l'on doit vérifier. Donc là, je passe parce que je veux vous montrer parce que là, je vais être hors délai sinon. Là, vite fait, bon, les matériaux, on retrouve ce qu'on a à l'heure actuelle avec des CL et des CM, donc ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc ça, je passe. On retrouve des exigences pour les matériaux. Donc c'est bien des matériaux mentionnés dans la norme. Tout ce qui est matériaux hors norme, c'est hors traditionnel, donc ça ne rentre pas en compte là-dedans. Dans les diaphragmes, je vais passer. Ça, je vais passer. La définition des murs larges, donc qui remplace mur MGPA. Avant, bon, voilà, là, on a deux murs collectifs qui portent 20% de la charge gravitaire et période fondamentale à base fixe. Donc, c'était T1 inférieur à TC dans la première version. Ça a été modifié et on retrouve l'exigence de l'Eurocode actuel, donc 0,5 secondes, mais on n'a pas le critère de longueur ni de voile. En fait, on dit que c'est GPA et après, dans les définitions, par contre, on dit il convient que ces voiles-là aient une longueur supérieure à 4 mètres ou 2 tiers de la hauteur. Et bon, ça, je passe, je voulais juste parler de la notion de zone de transfert. Ouais, je vais finir là-dessus, parce que sinon je vais dépasser. Voilà, la grosse nouveauté, c'est quand on est en DC2 ou DC3, bon, bah, on a toujours l'exigence des murs qui doivent pas être primaires, qui ne doivent pas être supportés par les poutres ou dalles, sauf si elles sont conçues sur une zone de transfert. Donc ça, zone de transfert, nouvelle notion, puisque bon, bah, suite au retour un peu délicat là, et, et drastique, je dirais, des règles, c'est un peu compliqué. Ça permet un assouplissement. Donc, en gros, ben, la zone de transfert sur laquelle il va y avoir une discontinuité des éléments, eh ben, elle va être surdimensionnée. En gros, on retrouve la notion de dimensionnement en capacité qu'on peut avoir sur la formation. On va avoir une surrésistance, je dirais, de cette zone de transfert. Dans la zone de transfert qui apporte le plancher plus les éléments qu'il apporte. Et il y a plusieurs options possibles. Donc, soit un couple de force horizontale dans deux diaphragmes, mais au niveau supérieur, inférieur de l'élément interrompu et l'autre niveau supérieur, des poteaux placés dans le plan du mur interrompu, des poutres dans le plan du mur interrompu supportés par des mous ou poteaux qui sont fondés. Donc voilà, ça c'est un exemple, un bâtiment sur lequel on aurait une interruption. Donc là, ce qui est en bleu sur l'image du dessus, c'est ce qui va être surdimensionné en gros avec une majoration d'effort. Et les éléments qui arrivent dessus, là, sur l'image du bas en bleu, c'est les éléments dans lesquels on va avoir une dissipation d'énergie. Donc voilà quelques, quelques exemples. Zone de transfert repris par des poutres, là, repris par deux diaphragmes, donc diaphragme inférieur et supérieur. Et
on a une condition de déplacement relatif. Si on a le déplacement relatif là, de l'étage là, en bleu qui est supérieur à deux fois celui du niveau supérieur, eh ben, c'est à traiter en DC3 avec un coefficient de comportement inférieur à 2. Pourquoi? Parce que c'est pour éviter les, les, mince, ouais, les flambements là, plutôt d'éléments du haut des formes. C'est pour éviter voilà, un niveau, j'ai plus le terme, un niveau souple, voilà. C'est pour éviter les niveaux souples de transparence. Voilà la grosse nouveauté. Bon, ça, je passe. Et ouais, il y a deux notions là. Pour les fondations, on devait réaliser des longues rimes quand on n'était pas en classe A ou en zone de sensibilité faible avec un solde de classe B. Là, on peut se passer de ces éléments moyennant une prise en compte des déplacements relatifs. Donc, c'est ce qu'on avait au PS92 qui avait été enlevé de l'Eurocode, seulement conservé pour les ponts, mais qui réapparaît pour les bâtiments, avec des nouvelles valeurs. Et pour finir, on a un gros travail et un gros développement qui a été fait au niveau des éléments non structuraux, dont l'évaluation des efforts, bon, bah, elle existe toujours, mais elle est beaucoup plus détaillée. Et pareil, ça fera l'objet de d'autres d'autres débats et échanges. Donc, ben, merci de votre attention. Désolé, j'ai un peu débordé. Oui, écoute, pas de souci. On voit que c'était très touffu. Est-ce que tu as sauté des sujets? Il y aurait encore beaucoup à dire. Oui. Alors, dans le fil de discussion, il y a une question sur est-ce que. Alors, je te lis la question telle quelle parce que je ne sais pas ce que c'est. Savoir si l'Eurocode nouvelle génération exige l'analyse plus Shover pour les bâtiments neufs en béton armé. Elle offre la possibilité. Dans la première version, la méthode des forces, enfin, ils voulaient l'enlever, mais comme dans nos habitudes, on l'utilise. Le pushover, alors elle a été très développée, beaucoup plus que la version actuelle, mais voilà, elle n'est pas imposée, on a le choix hein, selon l'état limite qu'on a vérifié. Par exemple, pour le no collapse, dans lequel on doit vérifier un mécanisme, là, c'est que le pushover qui va s'employer. La méthode des forces, on peut pas. Mais sinon, pour les vérifs classiques, on a le choix entre les deux. Mais tout ça, c'est dit hein, dans l'Eurocode. Mais ouais, il y a eu un gros développement là-dessus. Alors, je vais aussi ouvrir le micro de Charles Aurel. Il y avait une question, si vous voulez la poser en direct. Charles Aurel. Bon, donc sa question, c'est euh, il souhaitait avoir des indications par rapport aux outre-mer français. Ah, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Les, euh, et c'est vrai, quand j'ai présenté les spectres, ouais, je l'ai mis c'était en nota sur une diapo, mais les spectres présentés, euh, les paramètres là, pour l'évaluation des spectres, en fait, ça vise que le territoire français européen. Les autres territoires, en fait, ça n'a pas été encore défini, c'est en cours d'étude. Donc, vous allez avoir, nos amis des Antilles, par exemple, ils vont avoir, enfin, ils vont avoir un spectre spécifique, enfin, des paramètres spécifiques. Ouais. Ah. Alors après, ce ne sont pas des questions, il y a un message de félicitations. Et ensuite, on demande si, alors on en avait parlé un peu avant, est-ce que le diaporama sera disponible? Alors, le webinaire, le replay du webinaire, il le sera la semaine prochaine en vidéo. Et le diaporama, je crois qu'il y avait des réticences à le transmettre. Bah, c'est-à-dire, oui, pour le moment, parce que là, là, j'ai mis des exemples avec certaines valeurs, il y a des choses qui sont pas encore figées. En fait, de toute façon, il va évoluer le support. Et une fois que les, je dirais les données et autres seront bien fiabilisées, que j'aurai une mise à jour, je dirais, consolidée, ça, il y aura pas de souci, je le partagerai. Mais là, à l'heure actuelle, ouais, c'est pas, il y a beaucoup de choses en cours de travail, et je ne veux pas diffuser quelque chose qui serait potentiellement erroné. Ok.
Donc, il y a une question de Laurent Pierre. Je vais ouvrir son micro. Vous pouvez poser la question en direct. Laurent Pierre culmine? Non. Et voilà. Allez-y, posez la question. J'entends pas. Son micro est ouvert, mais il n'est peut-être pas. Alors bon, pour ne pas perdre de temps, sa question, c'est si je comprends bien, l'Eurocode 8 sera disponible à la fin 2027. On pourra avoir des niveaux de transfert en DCM, DCH, et on pourra s'affranchir du réseau de longue ligne bidirectionnel sous condition de justification des déplacements. Mm, tout à fait, tout à fait. Alors, donc l'Eurocode disponible fin 2007, hein, 2027, c'est ça? Alors, il va, ouais, a priori, hein, c'est fin septembre 2027, ceux qu'on utilise sont retirés, et après on utilisera les autres. Mais par contre, il faut qu'on ait l'arrêté de l'administration française qui dit, bon, ben maintenant vous employez tel eurocode. Et ça, pareil, c'est en cours de travail. D'accord. Et Et, donc, et pour les donc, niveaux de transfert, en plus, ouais, on peut en faire plusieurs. Enfin, je l'ai noté, mais j'ai oublié de le dire. et donc, tu confirmes qu'on pourra s'affranchir du réseau de longue ligne bidirectionnel sous condition de justification des déplacements. Mm, ouais. Alors, il y a quelqu'un qui demande des précisions sur les modifications pour la méthode push-over. Alors ça, je l'ai pas, j'ai pas regardé dans le détail. Euh, donc ça, je pourrais pas. Ouais, je dirais, faudrait une discussion spécifique parce que ouais, ouais, honnêtement, là, à l'heure actuelle, je suis pas capable. J'ai surtout travaillé les méthodes des forces là au niveau le pushover. Non, je vais pas. Je saurais Alors, pas donc, dire à l'heure actuelle. Pour plus des tard. compléments, des compléments à venir. Ouais. Il y a Jonathan F. qui n'a pas bien compris le parti plancher transfert, qui demande si tu peux développer un peu. Ben, oui, ben, hop, si je le remets. En gros, voilà, en gros, c'est plancher de transfert, c'est celui qui va permettre de transférer les efforts des éléments discontinus vers les éléments supportés. Là, si je fais une coupe comme ça. Voilà, en gros, là bon, c'est une vue en élévation, mais on a différents éléments là ici. Donc, il y en a un qui est porté par les poteaux, un voile qui est porté par les murs. Donc, ce plancher-là sur lequel on a un élément discontinu, eh ben, on doit dimensionner ce plancher et les éléments qu'il supporte comme une zone de transfert définie par l'Eurocode. Bon, jusque-là, on n'avait pas le droit de le faire. Là, on peut. Mais qu'est-ce qui définit cette zone de transfert? Ben, ça va être un surdimensionnement de ces éléments. Donc, on voit à travers la formule, là, quand je vois voilà, le 1,25 égale D. Et il y a aussi la prise en compte de la composante verticale. C'est vrai que j'ai oublié de le citer. Donc, en gros, le plancher de transfert, c'est une manière de compenser l'interdiction là, du supportage des murs primaires par des dalles ou des poutres par une surrésistance des éléments qui supportent dans le calcul. Donc, il y a majoration des efforts plus prise en compte d'une composante horizontale pour le séisme. En gros, c'est ce qu'on faisait alors, il n'y avait pas la surrésistance, mais il y avait la prise en compte de l'accélération verticale, mais c'est ce qui était fait au PS92. Donc en gros, on a des éléments voilà, des éléments discontinus qui arrivent et le support de ces éléments discontinus, bah, il doit être surdimensionné. Dans le principe, c'est ça. Ok. Donc, quelqu'un demande s'il est possible d'avoir le draft de l'Eurocode 8. Et non, pareil, ça c'est AFNOR.
Donc ça, on peut pas. Voilà, ça, on a des clauses de non-diffusion. Après, par contre, ce qu'il y a en cours et qui est accessible à tous, c'est les enquêtes publiques. Enquête publique des normes sur le site de l'AFNOR, on s'inscrit et on peut. Et quand on participe à l'enquête publique, on a ces documents. Et on peut participer, faire des remarques et participer, je dirais, à l'élaboration de la norme. D'accord. Et puis, oula, une dernière question pour l'instant, quelqu'un qui demande est-ce qu'on a une vision des changements majeurs de l'Eurocode 8, pardon, sur la partie pont? Ah, ça paraît. Là, j'ai accès. Ça, c'est plus une avis qui pourrait. Parce que ouais, les ponts, j'ai pas travaillé dessus. C'est c'est surtout au bâtiment là, sur lequel je travaille. D'accord. Donc, bon, bah, ça donne des perspectives pour un prochain webinaire d'ici quelques mois. Ouais. Ah oui, oui, là, il y a beaucoup de thèmes. Oh, il y a énormément. Il y a il y a énormément de sujets et débats possibles. Ouais. Bon, voilà, je ne vois pas d'autres réponses, mais pas d'autres questions, pardon. Mais s'il y en a, n'hésitez pas. Euh, Beaucoup de gens qui te remercient, à la fois pour la Ouais. présentation et pour les réponses aux questions. Merci, merci beaucoup de Benjamin, tu m'avoir voulais permis. ajouter quelque chose? Non, peu de choses à dire, effectivement. On est dans une période où beaucoup de choses bougent en même temps, effectivement, et donc les eurocodes, c'est vraiment quelque chose structurant pour la profession. Il y aura d'autres exercices, hein, il y aura plein de, j'imagine, Sébastien, dans le cadre de ton activité, j'imagine que tu fais aussi, que tu dispenses aussi ce type d'enseignement, alors de quelque façon que ce soit, ou partons en entreprise ou dans le cadre de l'enseignement. Donc il faut vraiment être très aware de toutes ces évolutions. Et puis avec les différentes commissions, on va essayer qui traitent hein, des eurocodes, on va essayer aussi peut-être d'organiser des journées en Tour de France pour aussi présenter bien évidemment plutôt les grands principes, hein, parce que j'imagine, alors je sais pas combien fait l'Eurocode 8 partie bâtiment aujourd'hui, mais voilà, on est plutôt à expliquer comment rentrer dans ces documents et en particulier ce qui a évolué, ce qu'a essayé de faire, et je le remercie Sébastien ce soir. euh, pour que les gens puissent se les approprier le mieux possible. Mais un vrai travail, et il faut que toute l'ingénierie française anticipe cette évolution. Je vais mettre en ordre de marche. Eh bien, merci beaucoup. Merci encore, Sébastien. Merci Et à tous. une bonne soirée à tous. Et puis, rendez-vous dans un mois pour une prochaine édition des Jeudis de la FGC. Merci encore. Bonne soirée. Merci à tous. Bonne